Bienvenue sur WEO, merci beaucoup d'être avec nous pour un nouveau débat dans le cadre de ces élections législatives si importantes dans notre région et dans chacune de vos circonscriptions. On va s'intéresser à la 11e circonscription du Pas-de-Calais. Ce soir, nous sommes en direct, merci beaucoup d'être avec nous et je suis avec Emmanuel Crépel, journaliste à La Voix du Nord de Lens. Bonsoir Emmanuel, vous allez bien? Ça va bien. Bon. Ils sont là autour de la table, pour ceux qui nous font le plaisir d'être avec nous. Il y a une absente, on va en parler dans un instant, et on va vous détailler les enjeux de cette circonscription et de cette élection. Je vous salue donc. Bonsoir à vous, Alexandrine Pintus. Vous êtes la candidate des Républicains UDI. C'est ça. Merci d'être là. On salue et on dit bonsoir à Anne Roquet, La République en marche. Bonsoir. Philippe Kemmel, député sortant, Parti Socialiste. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Parfaitement. Pas trop stressé? Très bien, bon, comme vous. C'est une élection importante. On salue Marine Tondelier d'Europe Écologie Les Verts. Bonsoir, merci d'être avec nous. Et Jean-Pierre Carpentier, La France Insoumise. Je vous donne tout de suite les autres candidats, bien sûr. Le plateau n'est pas assez grand pour inviter tout le monde. Il y a beaucoup de candidats et de candidates dans cette élection législative. Nous avons donc fait un choix. Mais les voilà. Pour l'UPR, Aude Lesage. Pour Lutte ouvrière, Flore Lataste. Pour Debout la France, Betty Leclerc. Pour les indépendants, Vincent Caffler. Pour le mouvement 100%, Rachid Ferratia. Pour le Parti communiste français, Hervé Poly, et pour le Parti de la démondialisation, Jacques Nikonov. On va tout de suite expliquer la règle électorale, Emmanuel. Eh bien, c'est très simple. L'élection législative a lieu le dimanche 11 juin et le dimanche 18 juin. Donc déjà, on note ça dans son agenda parce qu'il faut aller voter, c'est important. Toujours aller voter. Le scrutin uninominal majoritaire à 2 tours est élu. Au premier tour, le candidat qui aura recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés. Alors là, ça se complique à condition que ça représente au moins 25% des inscrits. Voilà, c'est la France, c'est très compliqué. On a quasiment 95 000 inscrits sur cette circonscription, ce qui veut dire qu'il faut un minimum de 23 715 votes. Bon, c'est un peu technique, mais enfin, généralement, ça se passe assez bien. Il y a rarement des couacs. Et généralement, il y a un deuxième tour. Pour pouvoir se qualifier pour le deuxième tour, il faudra que chaque candidat ait obtenu au moins 12,5% des électeurs inscrits, soit un minimum de 11 857 suffrages très précis. Voilà qui est dit. Il y a une absente ce soir à l'occasion de ce débat, c'est Marine Le Pen, la candidate du Front National dans cette 11e circonscription. On l'a évidemment invitée, vous vous en doutez, et elle a, j'allais dire, évidemment refusé. Elle refuse très souvent les invitations quand il s'agit de celles de WEO et de La Voix du Nord. Ça ne se passe pas toujours très bien, on le sait notamment du côté d'Hénin-Beaumont. J'ai donc demandé à Bruno Bilde, qui est l'un de ses conseillers, si Marine Le Pen voulait bien participer à ce débat. Il a refusé. Je vous propose de regarder le texto qu'il m'a envoyé. Voilà. Bonjour, nous ne participerons pas à ce débat. Bien à vous, signé Bruno Bilde. Alors évidemment, on le regrette, on aurait aimé qu'elle soit avec nous ce soir, bien sûr, pour débattre, c'est ça la démocratie, mais ce n'est pas parce qu'elle a refusé de débattre qu'on n'organise pas ce débat, et on va donc débattre des enjeux de cette 11e circonscription. On regrette évidemment son absence. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, regardons 2 dernières informations. D'abord, les résultats des candidats au premier tour de la présidentielle dans la circonscription. Jean-Luc Mélenchon a fait 19,07%. Emmanuel Macron, 14,86%, Marine Le Pen, 46,50%, François Fillon, 8,41%, Benoît Hamon, 4,47%. Et puis, nous pouvons regarder cette circonscription, une cartographie, à quoi ressemble-t-elle? Eh bien là, voilà, cette circonscription de la 11e du Pas-de-Calais, avec des villes importantes comme Hénin-Beaumont, Carvin, Courrières. Et vous l'avez dit, Emmanuel, 95 114 inscrits sur les listes électorales. La photographie de cette circonscription, en 2 mots, à quoi ressemble-t-elle? C'est une circonscription, j'ai envie de dire, à 2 visages. Il y a à la fois de grosses difficultés, les candidats pourraient très bien en parler des heures et des heures, en matière de logement, en matière d'emploi, en matière d'environnement, en matière de transport aussi. On parle beaucoup et on attend énormément le fameux RER Grand Lille. Donc on dit aujourd'hui qu'il pourrait un peu s'étendre du côté de la Picardie. Et ça fait un petit peu de débat. Bon, enfin celui-là, il n'est pas encore construit. Il n'est pas encore, mais il va falloir patienter. Ça réglerait un gros problème de mobilité qu'il y a sur cette circonscription. Circonscription, il faut aussi rappeler quelques chiffres, juste les dernières législatives de 2012. Monsieur Kemmel s'en souvient évidemment très bien, puisqu'il n'était passé que avec 118 voix d'avance sur Marine Le Pen. Circonscription qui a fait la une de tous les médias.
Il y a même, petite anecdote, durant la présidentielle, eu un political tour, c'est-à-dire des citoyens américains, ils étaient une dizaine, dont 7 journalistes évidemment, qui ont suivi pendant 7 jours la présidentielle et qui évidemment étaient passés par Hénin Beaumont. C'est une circonscription où certains jours, il y a plus de journalistes dans les rues que de gens qui s'y baladent parce qu'effectivement, il y a beaucoup de caméras et le Front National n'y est pas étranger. Justement, attaquons tout de suite le premier thème de cette émission, si vous le voulez bien. Le FN peut-il gagner, s'il vous plaît? Alors c'est un premier thème important, même si Marine Le Pen est donc absente, on ne va pas le rabâcher toute la soirée, mais je le reprécise. Le Front National peut-il gagner? Le Front National doit-il gagner, Monsieur Kemmel? Et je dis doit-il gagner parce qu'une question peut se poser. Marine Le Pen a été qualifiée au second tour de la présidentielle. C'est donc important. Elle est devenue, il y a quelques semaines de cela, un des personnages politiques français les plus importants. 11 millions de voix sur son nom. Est-ce qu'on pourrait imaginer donc que Marine Le Pen ne puisse pas être députée à l'Assemblée nationale? Madame Le Pen n'a pas été à la hauteur de son débat présidentiel. Ça l'a déjà disqualifiée. Et ça l'a disqualifiée puisque les Françaises et les Français l'ont largement battue aux élections présidentielles. Une élection législative avec un territoire que nous représentons. Vous l'avez dit, il a ses principales particularités. Ce n'est pas le scrutin national. Madame Le Pen, distinguez les deux. Madame Le Pen ne connaît pas notre territoire. Madame Le Pen vient une fois tous les 5 ans, et puis ensuite elle repart, une fois tous les ans, à Hénin Beaumont. La dernière fois qu'elle est venue, c'était lors de la fête des mineurs. Mais il y a des élus du Front Madame National Le Pen sur le territoire. ne connaît pas ce territoire, et elle ne connaît pas non plus les dossiers du territoire. Nous avons beaucoup développé dans ce territoire, le Parc des Îles, Delta 3, le 99 bis et beaucoup d'autres projets. Ces projets ont nécessité tous beaucoup de financement européen. La députée au Parlement européen qui a porté la liste FN pour le nord-ouest de l'Europe n'a nullement ouvert l'un de ces dossiers. Elle ne s'est même pas occupée de ces dossiers, n'a même pas cherché à aider ce territoire. Madame Le Pen n'aidera jamais ce territoire, ce n'est pas son sujet, elle vient ici pour une autre logique. Et je vais vous dire sa logique. Sa logique, c'est obtenir l'immunité. On sait tous que Madame Le Pen a perdu son immunité européenne. Demain, elle a besoin d'une immunité. Elle espère Pourquoi a-t-elle besoin d'une immunité, elle selon espère vous gagner cette immunité pour ne pas être devant le juge. D'ailleurs, elle a déclaré « J'irai devant le juge après les élections législatives ». Elle espère justement profiter de ces élections pour justement éviter la justice. Eh bien, je sais très bien que les habitants savent ce qu'ils doivent voter. Ils doivent voter contre Mme Le Pen aux prochaines élections législatives. Madame Roquet, une réponse à cette question. À Hénin-Beaumont, les Héninois ont l'air satisfaits de leur maire, Steve Briouat, Front National, très proche de Marine Le Pen. Alors effectivement, à Hénin-Beaumont, les gens qui sont contents d'un fleurissement et de quelques mises en valeur de leur ville peuvent être contents. Oui, ça fait partie du cadre de vie. Par contre, il y a des choses aussi beaucoup plus importantes comme l'éducation et c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. On va en parler tout à l'heure de l'éducation, on a une thématique là-dessus spécifiquement, oui. Et quand on sait en fait que M. Briouat a refusé il y a 2 ans de signer le contrat de ville, aujourd'hui, une seule école d'Hénin-Beaumont est en zone d'éducation prioritaire. Et croyez-moi, pour avoir fait le tour d'Hénin-Beaumont, d'être allé dans les cités, je pense que bien plus d'écoles mériteraient d'être classées en zone d'éducation prioritaire et de bénéficier des prochaines mesures qui seront mises en place par le président de la République. Marine Tondelier, vous avez écrit un livre pour parler du Front National à Hénin-Beaumont. Vous connaissez bien ce territoire. Même question, est-ce que ce serait logique que Marine Le Pen ne soit pas à l'Assemblée nationale? Elle se dit aujourd'hui d'ailleurs la première opposante au gouvernement d'Édouard Philippe et au président de la République Emmanuel Macron. Vous trouveriez ça normal qu'elle ne soit pas à l'Assemblée nationale? Marine Le Pen, c'est une candidate fictive. On la voit beaucoup en ce moment. Alors, elle est là. Oui, la preuve, elle n'est pas là ce soir. Elle n'est pas là ce soir. On la voit faire des selfies sur le marché. Beaucoup de selfies sur les marchés. Bon, c'est son Comme droit. si on était dans une télé-réalité ou le Truman Show, quoi. C'est pour montrer que tout va bien. Et puis, à la moindre contradiction, y compris des gens qui l'interpellent sur le marché, elle s'éclipse. On ne la voit plus. Ce soir, elle n'est pas là. C'est très paradoxal puisque c'est son fief. Elle n'est pas là ce soir, soi-disant que c'est son fief. Deuxièmement, elle est censée avoir des tonnes de solutions pour le territoire. La preuve en est qu'ici, avec des élus de terrain qui sont engagés pour diverses raisons, mais en tout cas qui sont engagés pour leur territoire, elle n'est pas là pour défendre ces solutions avec eux. Et dernièrement, elle fuit
elle fuit tout ce qui peut la contredire. Elle préfère présenter ses solutions devant le nid douillet de ses habituels sympathisants. Mais néanmoins, et vous donc, comprenez le sens de ma question. Bien sûr, mais ce que je vous dis, c'est que non seulement c'est une candidate fictive, que c'est une députée fictive, puisque pour l'instant au Parlement européen, elle est absente à 63% de ses commissions. 63%, alors qu'elle est à la commission du commerce extérieur. Justement, c'est ce qu'elle défend en disant qu'elle va aider les gens à... Mais elle est qualifiée au second tour de l'élection présidentielle. Et finalement, en plus d'être une députée fictive, y compris ses collaborateurs parlementaires sont fictifs. C'est-à-dire que même ceux qui pourraient faire le travail à sa place si elle ne le faisait pas, ne le font pas. Donc à quoi ça sert pour un territoire qui en a tant besoin, parce qu'on est effectivement sur le bassin minier en retard sur beaucoup de choses, on a besoin d'élus qui s'engagent pour leur territoire. À quoi ça nous servira à nous d'avoir une candidate fictive, une députée fictive, dont les employés, dont les collaborateurs sont également fictifs? Je ne sais pas. Monsieur Carpentier, qu'est-ce que vous avez envie de dire je rappelle le score dans la circonscription, aux 46,50% des gens qui ont voté au premier tour de la présidentielle pour Marine Le Pen ce soir? Parce que ces gens-là, pour le coup, ne sont pas fictifs. Si tant est que Marine Le Pen soit fictive, eux ne sont pas fictifs, ce sont des vrais électeurs qui ont voté pour elle. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Eh bien, je leur dis de regarder quel est son programme. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas d'être un élu de circonscription, c'est d'être un élu national qui va faire la loi pour tous, applicable sur le territoire national. Et donc appliquer la loi à partir de quoi? Moi, je me propose de le faire à partir d'un programme qui est l'Avenir en commun, qui a rassemblé 7 millions de voix et 16 000 dans la circonscription, qui repose sur 3 piliers qui me paraissent essentiels dans une circonscription qui a des exigences sociales, écologiques et démocratiques fortes, mais pas seulement ici. Et donc, l'urgence démocratique, elle vaut sur l'ensemble du territoire. L'urgence sociale, elle vaut sur l'ensemble du territoire. L'urgence écologique, elle vaut sur l'ensemble du territoire. Donc, moi, je veux être un élu de la nation d'abord. Ce qui ne veut pas dire que les spécificités du territoire ne seraient pas prises en compte. Le fait est, c'est que si vous êtes élu député, vous êtes un élu de la nation, bel et bien, effectivement, voilà. L'Assemblée nationale, c'est bien cela, le sens de cette Assemblée. Alexandrine Pintus, on ne vous a pas entendu sur cette question. Qu'avez-vous, vous aussi, à dire à ceux qui ont voté pour Marine Le Pen? Ils sont nombreux dans cette circonscription et qui pourraient, du coup, dans un deuxième élan, si je puis dire, eh bien, la qualifier et l'amener à l'Assemblée nationale dans quelques jours. Alors, tout simplement, ces électeurs, je leur dirais qu'elle ne les respecte pas, puisqu'elle est conseillère régionale, donc conseillère régionale des Hauts-de-France, et elle n'est jamais présente. Elle ne remonte pas les aides qu'il y a. Notamment ici, on est dans une circonscription avec un gros taux de chômage et un gros taux de pauvreté. Il y a des choses comme Proche Emploi qui ont été mises en place par la région et elle n'est jamais là pour leur proposer, elle ne remonte pas les informations. Donc aujourd'hui, oui, elle fait des selfies, elle signe des autographes, mais à part ça, elle n'apporte aucune solution et les gens qui sont au chômage restent au chômage avec Marine Le Pen. Mais donc ça veut dire que les gens qui votent pour eux, pour elle, sont stupides, ne comprennent rien, ne lisent rien, n'écoutent rien? Non, c'est pas ça, c'est juste simplement qu'elle ne les respecte pas. C'est ça. Après, il y en a beaucoup qui ne sont pas au courant qu'elle est conseillère régionale. J'en croise à Hénin-Beaumont, il y en a beaucoup qui me disent elle est du Pas-de-Calais. Non, elle est de Paris. Donc il y a une désinformation locale présente aujourd'hui et c'est pour ça qu'on est tous là aussi pour dire la vérité et annoncer les choses réellement. Monsieur Kemel, comment vous voyez cela? Effectivement, Emmanuel l'a rappelé tout à l'heure, en 2012, un peu plus d'une centaine de voix vous a séparés. Et c'est vous qui avez gagné, voilà, elle a perdu. Bon. Mais comment vous regardez cette élection-là qui arrive, cette campagne? Vous vous retrouvez comme en 2012 face à cette Marine Le Pen, candidate dans cette 11e circonscription? Madame Le Pen n'est pas mon sujet. Moi, mon sujet, ce sont les habitants, ce sont les propositions qu'ils font faire. Vous avez, M. Carpentier, bien indiqué qu'effectivement, d'abord, le travail à l'Assemblée nationale, c'est la loi, mais il faut porter aussi des lois en lien avec notre territoire. Nous avons beaucoup travaillé avec mes collègues élus de ce territoire pour obtenir un plan de soutien au bassin minier. Ce plan de soutien au bassin minier, c'est le plan Cazeneuve, doté de 100 millions d'euros, qui va permettre justement de l'amélioration du logement, en ce qui concerne notamment l'isolation, un travail véritablement d'environnement et d'économie d'énergie. Et on sait que chaque fois qu'il y a des économies d'énergie sur le logement, il y a du pouvoir d'achat en plus
pour notre population et qui est en dessous, largement en dessous des seuils de pauvreté. Ce plan Cazeneuve, c'est aussi la possibilité de développer de l'activité économique, qui existe cette activité économique et qui est forte. Moi, j'habite près d'une plateforme qui s'appelle la plateforme logistique Delta 3. Oui. Sur ma commune, il y a une zone d'activité qui représente 3500 emplois. Avec celle de Libercourt, ça nous fait 6000 emplois. Plus Delta 3, il y a 8000 emplois. Mais malheureusement, un certain nombre d'habitants de notre territoire n'arrivent pas à trouver l'emploi parce qu'ils sont insuffisamment formés. Le problème de l'employabilité de ces personnes est posé. C'est un sujet qu'il nous faut résoudre et c'est un sujet pour lequel je m'engagerai particulièrement et encore un peu plus dans la prochaine mandature. Emmanuel, une question sur ce plan Cazeneuve. On rappelle en deux mots de quoi il s'agit. Mais... Le plan Cazeneuve, c'est un engagement de l'État d'apporter un minimum de 100 millions d'euros et ça pourrait être beaucoup plus avec les financements croisés. Monsieur Kemel en a parlé, c'est 23 000 logements miniers qui vont être rénovés, donc ça va créer de l'emploi, évidemment. Mais on a changé de gouvernement. Pensez-vous tous que les engagements pris à quelques mois de la fin de la mandature vont être Madame tenus aujourd'hui? Vous pouvez peut-être répondre à cette question parce que c'est vous pour cela représentez la qu'au République en marche. Parlement, mon premier acte, ce sera effectivement de faire en sorte que le plan Cazeneuve non seulement soit sanctuarisé, mais soit amplifié avec un certain nombre de propositions que je porte. Est-ce que le gouvernement en place va poursuivre les engagements d'un Bernard Cazeneuve qui, à la fin du gouvernement Hollande, est venu, on s'en souvient, dans le bassin minier, faire ce chèque de 100 millions d'euros? C'est extrêmement important. Tout à fait. Pour ceux qui étaient au meeting de M. Macron, je vous rappelle qu'en fait, M. Macron a bien rappelé qu'il avait en tête que notre circonscription, notre territoire, avait été abandonné pendant de nombreuses années par le gouvernement. Je dirais, à un moment donné, notre territoire, il a beaucoup travaillé pour remonter la France. Et aujourd'hui, le discours d'Emmanuel Macron, c'est qu'il faut un juste retour des choses et que demain, en fait, c'est le gouvernement qui viendra aider notre territoire. Bon. Donc oui, le plan Cazeneuve sera mis en place et je peux vous garantir qu'il y a plein d'autres mesures qui pourraient être mises en place avec une majorité présidentielle. On va surveiller ça. Marie Cordelier, ça doit vous satisfaire, cette politique-là. Madame est en train de nous dire, permettez, oui, est en train de nous dire que le ministre de l'économie a abandonné notre territoire pendant qu'il était ministre. Mais monsieur, c'est assez extraordinaire. Vous l'avez peut-être abandonné, vous aussi. Voilà, alors, c'est la gauche en général. Je vais juste répondre à monsieur Kemel. Je suis désolée, ça va peut-être vous faire de la peine, mais je pense que les premiers qui ont abandonné les habitants de la circonscription, ce sont les socialistes, monsieur Kemel. Et il fait partie de quoi, Macron ? Il a fait partie de quel gouvernement socialiste? Monsieur Macron est aujourd'hui la République en marche. Avec une majorité de socialistes. Et des ministres de droite. Voilà, c'est ce qu'on appelle un gouvernement pluriel. En marche aujourd'hui, parce qu'ils ont été exclus des Républicains, les opportunistes ont été exclus des Républicains. Donc moi je ne marche pas, eux marchent, mais moi non, je ne suis pas. Ce sont des traîtres, Édouard Philippe, Gérald Darmanin, des opportunistes. Bruno Le Maire. Des opportunistes, tout simplement. Oui, c'est pas pareil que traître? Si vous le voulez. Ouais. Je ne sais pas. Non, mais bien sûr, pour moi, bien sûr, oui. Ils n'auraient jamais dû participer à ce gouvernement. Non, Monsieur Carpentier. Oui, on va faire un petit bilan. Monsieur Sarkozy, pendant 5 ans au pouvoir. Vous remontez loin en arrière, là. Mais bon. Les socialistes, pendant 5 ans au pouvoir. À la suite, d'accord. Dans la circonscription, plus 4% de chômeurs. Avec un parti socialiste qui avait tous les pouvoirs locaux, régionaux, les pouvoirs d'État et le président de la République. Bien. Donc, ce que je constate, c'est que malgré ce contexte favorable pour eux d'avoir l'ensemble des pouvoirs, eh bien, dans la circonscription, le chômage a augmenté, la pauvreté a augmenté, la précarité a augmenté. Par contre, en votant le CICE, M. Kemel a fait un cadeau de 300 000 € à Auchan. Bien. Moi, c'est ces réalités-là que je vois. Bon. Et c'est contre elles que je veux lutter dans un programme qui va rechercher les richesses parce qu'elles existent. Oui, mais lutter contre l'emploi et contre l'entreprise n'est pas non plus une solution qui fonctionne, puisque ça a déjà été essayé, ça ne fonctionne pas. Mettre les gens les uns contre les autres, ça n'a jamais fonctionné, vous êtes d'accord avec moi? Moi, je n'ai aucune intention. C'est un peu la méthode Mélenchon, ça d'ailleurs. Il est un petit peu comme ça, Jean-Luc Mélenchon. Non, moi, je ne mets personne contre personne. Moi, je dis qu'il y a des richesses qui sont produites, qui sont accaparées par une infime minorité. La France a le record du nombre de milliardaires qu'elle produit. Bien, ces gens-là sont tous derrière M. Macron. Ils ont utilisé leurs finances pour
maîtriser les moyens d'information. Oui. Bien. Donc c'est contre tout ça que nous luttons. On revient un peu sur la circonscription. Ce dont a Marine surtout Tondelier. besoin cette circonscription, Oui. et dont va vraiment avoir besoin cette circonscription pendant 5 ans, quand on sait qui est au gouvernement en ce moment, c'est d'un bouclier social et d'un bouclier environnemental. Le bilan, on ne va pas se dire c'est Sarkozy, c'est François Hollande, c'est le bilan de 20 ans. Donc, ce n'est pas la peine de vous renvoyer entre vous. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, après ces 20 ans, le commissariat d'Hénin-Beaumont va, à partir du 1er juillet, fermer la nuit, de minuit à 5 heures. J'ai interpellé M. Collomb par une lettre ouverte cette semaine. Pourquoi il va fermer le commissariat comme ça, la nuit? Pour des réductions d'effectifs et pour des recentralisations. Et je souhaite qu'on puisse lutter contre ça. Deuxième sujet, l'emploi. Les entrepôts logistiques, d'accord, ça crée de l'emploi. Ça crée quel emploi? Des emplois qui créent beaucoup de troubles musculo-squelettiques, qui ne sont pas des emplois de qualité et qui demain seront, comme mission, faits par des robots. C'est-à-dire qu'on crée toujours sur ce territoire les emplois avec 10 ans de retard. Moi, quand M. Kemel parle de 8 000 emplois, pour le coup, ce n'est pas fictif, ils existent, ces 8 000 emplois. Ces emplois seront demain effectués par des robots. Je souhaite qu'aujourd'hui, on anticipe et qu'on crée des emplois qui seront durables, des emplois de qualité, qui ne soient pas délocalisables et qui n'humilient pas les personnes qui les accomplissent, qu'ils aient des emplois. Quand on crée des emplois à Los Angeles, sur les énergies renouvelables, sur l'analyse du cycle de vie des produits, sur tous ces sujets, c'est des emplois qui valorisent. On rentre chez soi le soir en disant « j'ai été utile à la société ». Et c'est ça que je veux pour mon territoire. Je veux qu'ils se relèvent. Donc ceux qui travaillent sur les plateformes logistiques ne disent pas qu'ils sont utiles à la société le soir en rentrant chez eux. Répondez à cette question. Ils ne sont pas utiles à la société, les gens qui travaillent dans une plateforme logistique? Je dis que des emplois, par exemple, dans le nucléaire, que des emplois... Non, pour la plateforme logistique, du côté de Charvin, Delta 3, ces gens-là, qu'est-ce que vous leur dites? Les plateformes logistiques, ce sont des emplois qui, à l'hectare, c'est des projets qui, à l'hectare, créent le moins d'emplois. Ce sont des emplois qui artificialisent ça prend beaucoup de place et il y a peu d'emplois. Entre Hénin et Beaumont, puisque c'était avant Deville. Quand j'étais petite, et je ne suis pas très vieille, quand j'étais petite, j'allais en vélo, c'était que des champs. Aujourd'hui, ce ne sont que des entrepôts logistiques qui créent très peu d'emplois et qui artificialisent les sols. Résultat, quand on voudra mettre du bio et du local dans les cantines, où ira-t-on produire puisque nous avons artificialisé les sols? Quand il pleut, et on sait qu'avec le dérèglement climatique, ça va arriver de plus en plus souvent, le sol qui était une éponge, qui était des champs et donc qui absorbait cette eau, est devenu une toile cirée avec tout ce béton. Et quand la chaleur, les grosses chaleurs arrivent, et on le voit en ce moment, ça réverbère la chaleur puisqu'il n'y a plus de nature et la canicule a des conséquences encore plus fortes. Moi, c'est ça que je vois. Je veux des emplois qui n'abîment pas le territoire et qui n'abîment pas l'humain. Monsieur Kemel, il faut refuser aux logisticiens de s'installer sur le territoire? On ne peut pas dire, dans notre territoire, non à l'emploi. Non à l'emploi. J'ai absolument pas dit ça. D'abord, en ce qui concerne le taux de chômage, pour les jeunes, ce taux de chômage a diminué dans notre territoire, premièrement. Les entrepôts logistiques, ils sont un moment de notre développement. Une partie de notre population qui n'a pas les formations permettant d'être ingénieur, permettant de faire des métiers à haute valeur ajoutée, trouve l'emploi. Et c'est un emploi d'ailleurs qui aujourd'hui devient de plus en plus technologique et qui permet à l'intérieur de l'entrepôt logistique d'apprendre d'autres méthodes, d'autres savoir-faire. On peut former à des métiers nouveaux, même dans les entrepôts logistiques. D'ailleurs, je propose dans mon programme que nous puissions, au niveau de la plateforme Delta 3, commencer à penser à la logistique de la 3e génération. Qu'est-ce que c'est que la logistique de la 3e génération? C'est autour des systèmes 3D, où il est possible, à partir d'un outillage 3D, de fabriquer des composantes de produits, de faire en sorte qu'au niveau de l'assemblage des produits, une partie de la production puisse se réaliser par le 3D, ce qui permettrait effectivement une évolution assez technologique des emplois. C'est sur le fond, demain, une possibilité de donner un travail plus sophistiqué aux personnes et particulièrement aux jeunes qui ont trop tendance à quitter notre territoire. Car effectivement, il y a un sujet, il y a les jeunes qui ne sont pas formés. Alors là, nous les accompagnons. Et notamment le travail que l'on fait en insertion est important. Cherchent à embaucher et n'y arrivent pas. C'est tout le paradoxe de ce territoire en général et de la circonscription. Et particulièrement du territoire. Moi, j'ai une entreprise sur ma commune qui s'appelle CGTEL. CGTEL qui travaille dans le numérique et l'organisation du numérique. Aujourd'hui, elle cherche 50 jeunes à former, qu'elle n'arrive pas à former, sur des métiers qui nécessitent effectivement un peu de compétences et un niveau bac
plus 2. Or, on sait très bien qu'il y a encore, de la part des familles sur notre territoire, une forme de rejet de l'information. C'est vraiment cela que nous devons dépasser dans notre territoire d'un point de vue vie collective. La transition est trouvée pour parler éducation, on parle formation, on parle de l'éducation, on parle de ces jeunes qui quittent le territoire. Justement, quelles sont les solutions que vous pouvez apporter si vous êtes élu par les électeurs dans quelques jours? Voici le deuxième thème de ce débat, l'éducation. Est-ce une priorité ? Vous l'avez dit, on parle beaucoup d'éducation et on en parle beaucoup en ce moment parce qu'il y a un nouveau ministre de l'Éducation nationale, ça ne vous a pas échappé, qui souhaiterait que les communes soient plus autonomes dans l'organisation de l'école. On a beaucoup parlé de l'école des 4 jours et demi durant le quinquennat de François Hollande. Désormais, on s'interroge de savoir si on ne va pas revenir à 4 jours. Dans la circonscription à Carvin, c'est 4 jours et demi. Monsieur Kemmel, vous confirmez. Dans d'autres communes, on aimerait revenir à 4 jours. Bref, on n'y comprend plus rien. Madame Roquet, j'aimerais vous entendre là-dessus. Vous parliez, vous, d'éducation tout à l'heure. Que va-t-il se passer dans cette circonscription et que proposez-vous pour l'éducation? Alors, d'abord, sur le rythme scolaire, si on peut faire un premier bilan de ces 4 jours et demi, s'il vous plaît. Et puis, de manière générale, comment se fait-il qu'une entreprise, et M. Carpentier pourra y répondre aussi après, n'arrive pas à trouver, alors qu'elle a une cinquantaine d'emplois, à employer sur le territoire? C'est incroyable. Tout le monde se demande comment on arrive à cette situation-là. Alors, tout à fait. Donc, en fait, si vous voulez, déjà dans un premier temps, concernant les rythmes scolaires. Donc, sans aucune étiquette, La République En Marche, je fais partie du conseil d'école où mon plus jeune fils est scolarisé et je suis maman élue des parents d'élèves. Il s'est avéré qu'à aujourd'hui, aucune étude scientifique ne prouve, qu'il y a une baisse des résultats avec la mise en place de ces 4 jours et demi. Par contre, l'ensemble des équipes pédagogiques sont d'accord pour dire qu'effectivement, il y a une grande fatigue des enfants et qu'en fin de semaine, le vendredi après-midi, les matières qui sont vues sont des matières plutôt ludiques parce que les enfants n'ont plus la capacité de se concentrer. Sauf qu'on ne peut pas reprocher au gouvernement Hollande précédent d'avoir essayé de sortir l'école quand même d'une ornière parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sortent de l'école primaire sans savoir bien lire, sans savoir bien écrire. Il y avait une situation catastrophique. Ils ont essayé de faire quelque chose. Ils ont proposé cela. On rechange à nouveau là avec le nouveau ministre de l'Éducation nationale? Alors, en fait, si vous voulez, il y a une chose à voir. C'est d'abord le pragmatisme. C'est-à-dire voir, je pense que c'est à chaque municipalité, comme c'est le cas aujourd'hui, de voir ce qu'il y a de plus pratique et de plus pragmatique qui est déjà mis en place sur son territoire. Mais est-ce que vous souhaitez que, vous, dans la circonscription, les communes soient plus autonomes, qu'elles puissent agir de façon plus indépendante, les unes par rapport aux autres d'ailleurs? Ce ne sera pas la même chose à Carvin, à Hénin, à Courrières, etc. Mais c'était le cas auparavant et je pense que c'est peut-être plus intelligent que chaque commune gère parce que telle association sportive aura offre sport tel jour ou tel jour et donc d'aménager pas seulement le temps scolaire mais aussi le temps périscolaire de ses enfants. Donc là, oui. Emmanuel. Sauf que se pose une question d'égalité des communes, entre les communes riches qui ont possibilité d'embaucher des animateurs, qui ont des structures sociales, qui ont des structures sportives. Monsieur, aujourd'hui, avec si les vous TAP... permettez, attendez, on laisse répondre Mme Roquet, puis vous complétez la question. Juste, aujourd'hui, au niveau des TAP, vous avez déjà la même problématique. Moi, je suis issue d'une petite commune avec peu de moyens. Effectivement, quand je vois les activités qui sont proposées, elles ne sont pas les mêmes que celles qui peuvent être proposées à Carvin ou à Hénin. Déjà, fondamentalement, ce différentiel existe déjà. Oui, mais ce n'est pas parce que ça existe qu'il faut continuer, parce qu'après tout, on pourrait s'interroger. Les moyens de garde aussi, je suis salariée, je gagne le SMIC. Mon fils à l'école 4 jours, je suis embêtée le mercredi après-midi, le vendredi après-midi, parce que la commune, c'est soit je le mets toute l'année, soit je ne le mets pas. Sauf qu'on a des horaires en poste, on fait comment? Donc, qu'est-ce que vous proposez alors, qu'est-ce que vous proposez dans votre programme pour répondre à ces questions-là de différence entre les communes, entre les enfants et ces espèces d'écoles à 2, 3, 4, 5 vitesses? Qu'est-ce que vous dites? Alors, moi, je suis contre pour la semaine d'école à 4 jours parce que, encore une fois, on a aussi, ils veulent retirer les devoirs à la maison. Donc, en fait, les enseignants vont devoir enseigner un programme sur 4 jours sans devoir à la maison. Donc là, on tire les enfants vers le bas au lieu de les tirer vers le bas. Mais ça, c'est pour lutter contre l'inégalité de parents si je peux expliquer... Attendez, 2 secondes, parce qu'après, sinon, on ne s'entend plus. Vous disputez pas. Je proposerais... Marine Le Pen n'est pas là. Un référendum dans les communes, en travaillant avec les maires, pour proposer un référendum où ce sont les habitants, en fonction de leur situation, qui pourraient voter pour savoir si on passe d'une semaine à 4 jours ou à 4 jours et demi. Monsieur Carpentier, votre réaction sur cette question-là, essentielle? Ce débat m'étonne
Profondément. Pourquoi? Parce que ce n'est pas vraiment l'essentiel du problème. Le problème de l'éducation, moi j'ai travaillé 12 ans en politique de la ville, Oui. c'est que la scolarisation précoce a reculé dans le bassin minier. Tout à fait. Or, nous sommes le secteur du retard, du retard, du retard. Nous sommes en retard sur la nation au niveau de la région, en retard sur la région dans le département et en retard dans le bassin minier sur le département. Alors comment fait-on pour rattraper Alors, ce retard? Eh bien, rattraper ce retard, c'est donner des vrais moyens qui consistent, d'une part, à alléger les classes, mais fait d'accord avec vraiment. Alors, il y a un allègement de classe proposé, notamment dans des 25 zones élèves. Tout à fait. difficiles. Oui, mais hein, pas seulement dans les en primaire. quelques ZEP qui restent, parce qu'on les a réduites, Oui. pas seulement dans les quartiers prioritaires, parce qu'on les a réduits. Il faut prendre à bras le corps l'ensemble de l'éducation sur ce bassin minier. Donc, rendre la scolarisation obligatoire à 3 ans, l'autoriser le plus possible à 2 ans. Ça veut dire avoir des moyens pédagogiques qui vont toucher la petite enfance, parce que c'est là que ça commence, c'est là qu'on peut compenser un certain nombre de retards. Bon, et bien donc c'est là qu'il faut agir. Et il faut y mettre de réels moyens. J'aimerais vous poser la question. Mes parents étaient enseignants. Oui, oui, je connais très bien. les choses. Et j'aimerais vous poser la question de cette difficulté pour les entreprises de recruter des jeunes qui cherchent du travail d'un côté, une entreprise en propose et ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, si je puis dire, c'est-à-dire à ce que l'une puisse embaucher les autres. Monsieur Carpentier, qu'est-ce que vous pouvez vous proposer pour que ça aille mieux dans ce sens-là? Dans la région, il y a du boulot et les entreprises ne trouvent pas suffisamment à pouvoir embaucher. C'est incroyable quand même dans un pays où il y a tant de chômeurs. C'est l'échec de ce système de l'éducation. Mais comment on fait pour régler cette question? Comment on fait? Ça veut dire qu'on met les forces et les ressources nécessaires. Il n'y a pas de problème. L'éducation, c'est d'abord du travail humain. Ça veut dire qu'on apprend, parce que là, on est dans un processus où on réagit sur une situation de crise. Mais le long terme, c'est que les apprentissages, si on ne commence pas par avoir la bonne connaissance du langage, on ne peut pas apprendre le reste. Certes. Bien, ça commence par là. Apprenons à nos enfants à sortir de l'école primaire en sachant les éléments de langage qui permettent ensuite d'apprendre le reste. Monsieur Kemel et Madame Tondelier après, s'il vous plaît. Monsieur Kemel. Oui, après je vous redonne la parole. Sur les- Ok, vous inquiétez pas. Sur les nouvelles activités pédagogiques, que je connais bien, parce que notamment dans ma ville, nous les avons mises en place Oui. par demi-journée. Les parents, dans le comité de pilotage que nous avons créé, donnent un avis favorable. Et donc, nous les poursuivons si nous pouvons les poursuivre. La condition, c'est que l'État continue à apporter son financement. C'est une activité qui revient pour 170 000 € à la commune. L'État C'est le cas à Carvin, donc, très l'État précisément. apporte 100 000 €, c'est exactement les mêmes sommes à peu près pour Libercourt. Je vous pose la question, Mme Roquet, est-ce que l'État apportera l'année prochaine, l'année scolaire prochaine, les 100 000 € nécessaires pour que la ville de Carvin puisse continuer ses activités périscolaires? Alors, Enfin, j'ai la parole. Mais Alors, oui, je vais vous pouvoir l'avez, répondre. madame. J'étais censée l'avoir avant, mais je mais laisse. c'est mon pas tour, grave, il y a pas de vous avez problème. cette délicatesse. Merci à vous. Donc, en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'au niveau de la formation, donc je vous réponds juste après. Je suis tout à fait d'accord avec monsieur Carpentier. Et c'est vrai que dans le programme de monsieur Macron, tout ce que proposait monsieur Carpentier, c'est présent. Donc les idées de la France insoumise sont dans le c'est programme très bien. d'Emmanuel Mettez en Macron. marche. Non, je suis pas Mais au courant. attendez, vous savez... Il y a enfin, 2000 écoles qui sont C'est une belle, prévues, hein. c'est une belle synthèse. Mais oui. Donc, juste pour Vous vous avez dire énervé, que, monsieur Carpentier. Attendez, on va laisser Madame Roquet terminer. vous savez, les bonnes idées, elles sont partout. Hein. Donc, C'est ça votre pragmatisme. Ah, ben, j'en ai encore plein pour vous. Mais le clivage, il est dépassé aujourd'hui. Il faut savoir accepter les bonnes idées et qu'elles viennent de gauche. Pouvez-vous ou de répondre à ma droite. question, s'il vous plaît? Bien sûr. Donc, on va mettre en place effectivement un dédoublement de classe. Alors, dans un premier temps, dans les zones d'éducation prioritaire. Oui, et c'est possible dans 80% des écoles à aujourd'hui. Et comment faire les communes 2000 écoles. Alors, Les communes une qui sont question à la fois. Je vais obligées- d'abord vous Alors répondre je pour les repose une TAP. deuxième question parce que D'accord. moi j'ai un certain nombre de collègues élus qui m'ont dit tu vas au débat, tu seras devant la candidate. Ah, vous êtes venu avec votre En liste Marche. de questions. Je suis par venu Madame avec ma Roquet. liste Bon, de questions. oui. Et donc quelle est C'est la moi qui question pose les questions normalement, mais vous pouvez je le vais en poser. Eh bien, on dédouble les classes. Il faut des bâtiments supplémentaires. Alors. Il faut de l'équipement supplémentaire. Et tout cela pour la rentrée. Dans les budgets des villes,
Ces dépenses-là n'ont pas été prévues. Comment l'État va-t-il apporter des financements justement aux communes pour qu'elles puissent se mettre en ordre de marche dès le 1er septembre? Alors, il y a une question donc, sur l'argent. Est-ce que le budget sera le même? Un, je répète pour synthétiser. Et deux, en termes de logistique, d'infrastructure, est-ce que pour la rentrée, on sera prêt à dédoubler les classes justement partout et notamment dans cette circonscription? C'est quand même celle-là qui nous intéresse ce soir. Donc en fait, si vous voulez, pour le budget, chacun aura son autonomie. Donc il y a un budget qui va être opposé. Alors vous parlez d'une demi-journée. Pour vous dire, les enfants qui habitent dans ma commune ont 1 heure de TAP. Vous voyez, 1 heure de TAP. Vous voyez déjà le différentiel. Quand je vous dis qu'il faut être pragmatique et parler territoire par territoire, voilà, on ne peut pas faire un lieu commun, ne serait-ce que sur cette circonscription où en fait on vit à quelques kilomètres les uns des autres. La problématique n'est pas la même, les moyens ne sont pas les mêmes. Il faut vraiment que chacun puisse gérer au mieux le confort des enfants au plus près du terrain et en fonction de ses moyens. Donc ça c'est pour la première question. Maintenant, en fait, il s'avère que il y a 80% des écoles qui disposent de logements. Alors, pas forcément dans notre circonscription, mais globalement sur le territoire. C'est-à-dire que dans 80% des classes de CP et de CE1, le dédoublement des classes que souhaite Emmanuel Macron pourra être mis en place. Ensuite, la solution qu'il préconise, parce qu'en fait, ce dédoublement de classes, idéalement, effectivement, il se fait sur toutes les matières. L'essentiel, ce sera pour 2000 classes en France. Lire, compter et écrire. Donc, pour ces ateliers-là, en fait, Monsieur Macron et son équipe donc réfléchissent à un dédoublement de classe avec 2 personnes qui sont présentes dans la classe par petits groupes, comme ça existe déjà dans les ateliers de soutien et pour les enfants qui ont des difficultés. Marine Tondelier, elle a raison, Anne Roquet. La droite, la gauche, tout ça, c'est terminé. Alors, l'Europe Écologie Les Verts, on ne sait pas tellement où vous êtes sur l'échiquier politique. On ne sait pas tellement où vous êtes sur l'échiquier politique, mais au fond, sur cette question-là, une réponse est effectivement, est-ce qu'on n'a pas besoin dans ce pays de pragmatisme, c'est-à-dire d'aller chercher les bonnes idées partout où elles sont, y compris si elles sont du côté de la France insoumise. Madame Roquet vient de dire que M. Carpentier avait de bonnes idées. Et formidable. Surtout aller chercher les idées ailleurs en Europe. Moi, j'ai eu la chance de vivre 1 an à Stockholm où j'ai pu voir ce que c'était qu'une école vraiment inclusive et une école égalitaire, y compris entre les sexes, y compris entre les quartiers. Et ça, c'était important. Et surtout, une école qui permet un système de congé parental et d'éducation qui permettait aux femmes et aux hommes de travailler de la même manière, vous de poser des congés proposez qu'on parentaux s'inspire beaucoup de Stockholm, par exemple? Oui, parce que c'est un pays qui, à la fin, est apaisé. Moi, mon problème en France, c'est même pas l'école primaire, c'est qu'à l'âge de 6 ans, il y a un différentiel de 1000 heures d'histoire lue entre l'enfant le plus défavorisé et l'enfant le plus favorisé. Et quand on a un différentiel de 1000 heures d'histoire lue à 6 ans... À cause de quoi ? À cause du temps que les parents peuvent ou pas y mettre, d'avoir des livres à la maison ou pas, ce qui est aussi donc c'est la faute des parents. Compliqué parce que c'est pas quand on est très juste financièrement. Non, quand on est très juste financièrement, c'est pas un livre qu'on peut acheter en premier. C'est la faute de qui? Si ce n'est pas la faute des parents, c'est la faute de qui? Je ne demande pas la faute de qui c'est, je demande qui apporte la solution. Ça doit être l'État et ça doit être fait avant l'âge de 6 ans. Parce que si l'école ne rattrape pas ça, personne d'autre ne le fera. Mon problème, c'est que, oui, il faut alléger les classes, mais pas qu'en Z, parce que des élèves en difficulté, il y en a partout. Et mon problème, c'est, concernant par exemple la réforme des rythmes scolaires, c'est qu'on est dans un pays où tous les 3 ans, on réforme le système scolaire et que les profs n'ont plus le temps. On ne se pose même pas la question d'évaluer la réforme qui a été mise en place. On la change déjà. Je crois d'ailleurs que les profs ne savent pas en septembre ce qui va se passer pour eux. Moi, je veux que des neurobiologistes m'expliquent si oui ou non, la réforme fatigue ou pas les enfants. Parce que les parents ont leur avis, mais on est rarement objectif sur son enfant. Je veux savoir si c'est bénéfique ou pas aux enfants. Je veux qu'on évalue les différences de TAP mis en place. Il y a des études de chronobiologistes, etc. qui existent. Alors, je vais donner la parole à Alexandrine parce qu'elle a beaucoup de retard. Oui, pardon. Je n'ai pas répondu sur le bout de la chaîne, sur l'employabilité des jeunes. Je pense que, je vais vous citer un exemple très concret qui m'a mise en colère. J'ai un collègue, un jeune écologiste d'Hénin-Beaumont qui a 24 ans. À 24 ans, on n'a pas le RSA déjà quand on est au chômage. Et surtout qu'il n'a pas de chômage parce qu'il n'a pas travaillé assez longtemps dans ses emplois précédents. Par le gouvernement socialiste. Je vais vous répondre ça. Il trouve un travail, on lui promet un travail en septembre. La condition, c'est qu'il ait son permis. Il se dit, pas de problème, je sais qu'il y a plein d'aides. Alors il s'adresse à la région, puisque M. Bertrand a promis une aide pour le permis des jeunes. Il s'adresse en mars, on lui dit, l'aide est déjà terminée pour 2017. Donc il ne peut pas passer son permis. Il s'adresse à la mission locale, on lui dit, on peut te payer la partie, si tu as ton code, on te paye
la partie permis. Sauf que, La partie conduite. oui, la partie conduite. Sauf que dans le temps qu'il a, il n'a pas le temps de passer l'un puis l'autre. Il doit passer en formule accélérée les deux en même temps. Donc il ne peut pas financer Bon, son qu'est-ce que permis. vous voulez nous dire avec cet Je exemple? veux vous dire qu'on se pose beaucoup ici de questions théoriques, mais que les difficultés pour certains sont vraiment très pratiques. C'est même plus quelle aide existe, c'est comment on accède à ces droits. Et il arrive enfin à Pôle emploi où on lui a dit qu'il existait une aide, mais personne n'est au courant. Bon. Et tout le monde le renvoie. Par contre, il ça faut fait bâton 3 mois pour ce qu'il jeune cherche, homme. il n'a toujours pas son permis et il n'aura peut-être pas son emploi en septembre parce qu'il n'a pas pu le passer. Et ça, c'est de la responsabilité des services publics. Alexandrine, je donne la parole, puisque vous avez pas mal de retard sur le temps de parole. Les Républicains, ça va très mal, si j'ai bien compris, puisque la famille se déchire, puisque, évidemment, François Fillon, on le sait, n'a pas gagné l'élection présidentielle. Et pourquoi, au fond, les électeurs vous amèneraient à l'Assemblée nationale dans ce contexte? Madame Roquet vient de dire que la gauche, la droite, tout ça, c'est fini, et surtout la droite. La gauche aussi, mais la droite aussi. Comment va les Républicains? Comment allez-vous, Alexandrine, dans cette élection et dans cette circonscription-là? Vous êtes la Benjamine, par ailleurs, donc une expérience limitée pour le moment, mais c'est bien de mettre du sang neuf. Mais bon, néanmoins, voilà, les Républicains, c'est terminé, non? C'est une minorité. Vous savez, il n'y a que 3 personnes qui sont parties dans le gouvernement En Marche par opportunisme. Ensuite, il y a d'autres ténors qui sont présents. Moi, je suis Alexandrine Pintus, je suis soutenue par les Républicains, mais voilà, tout le monde se balance les programmes. Et ça existe encore, Moi, les j'ai jamais Républicains, eu- la droite française? Qui est là-dedans? Qui est le leader? Qui décide? faire Comment ça cette se passe? Ça, on verra après les législatives. Moi, je ne suis pas là On va bien savoir maintenant. pour parler des Républicains. Je suis Mais là c'est pour... votre étiquette politique. Bien sûr, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Le sujet, c'est les habitants de la 11e circonscription. Oui. Donc ça, on le met à part. Sinon, voilà, on peut parler bien sûr. sur tous les partis politiques et on peut tacler tout le monde. Ça ne sert à rien. Oui, mais pourquoi Aujourd'hui, on est là pour avoir des les solutions, habitants de la pour apporter 11e des solutions. circonscription, on ne pourrait pas les appeler à voter pour Madame Roquet, qui représente la République En Marche, et donc donner une majorité au président de la République pour que la France aille mieux? Parce que le programme n'est pas le bon. Déjà parce que les électeurs n'ont pas voté Il est pour très le inspiré programme. du vôtre. Ouais. Les électeurs n'ont pas voté pour le programme de Macron. Ils ont voté contre Marine Le Pen. Ah, Déjà. Et c'est votre ça se analyse. ressent au sein de la circonscription. Là, depuis tout à l'heure, on parle donc de réduire les classes. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, j'ai le programme de M. Macron. Nous limiterons à 12 élèves par enseignant la taille des 12 000 classes de CP et de CE1 en zone prioritaire. Ça concerne uniquement 12 000 classes. Ça veut dire qu'au collège, au lycée, il n'y a pas ce problème-là. Enfin, si, il l'a. Mais il y a d'autres. Alors, lisez le programme de M. Macron jusqu'au bout. Alors, elle termine et vous répondrez, et on pas, donnera il est aussi la parole là. à M. Carpentier, qui a du retard. Je l'ai lu en entier. Alors tout à l'heure, on parlait également donc comme quoi il y avait du travail, mais voilà, les personnes ne trouvaient pas de travail et n'allaient pas aux offres d'emploi. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a une création du diplôme du chômage. C'est-à-dire qu'il y a des formations qui mènent à des emplois où il n'y a pas de débouchés. Donc il faut fermer ces filières pour pouvoir avoir des personnes qui trouvent une formation pour trouver un Fermer des emploi. filières. Il faut que Fermer l'entre... quelle filière? Écoutez, il y a des filières qui ne... Vous ne servent à fermez la philosophie, vous fermez... Non, pas du tout. Mais je veux dire, déjà, on va axer sur l'apprentissage, notamment. Et ensuite, il y a des filières, je ne sais pas, il y a des filières, notamment sur l'histoire, par exemple, où il n'y a pas de débouchés. Vous fermez les études Non, je d'histoire. la ferme Vous fermez pas. les J'aimerais filières bien savoir d'enseignement ce que vous général. Parce que moi, j'aimerais Non. bien qu'on réintroduise l'histoire dans les cursus scolaires, par exemple. ferait du Parce bien que à les certains, je jeunes, pense. voilà, les jeunes important. sont déconnectés Oui. de la façon dont leur société a évolué. Comment voulez-vous qu'ils se situent s'ils n'ont pas de cours d'histoire? Non, pas de cours C'est d'histoire. inutile, l'histoire. Je parlais- Connaître l'histoire de filières, France, c'est quoi. important. Avoir du boulot, c'est aussi important. Oui, non, mais je parle des études supérieures. Il y a des études qui mènent au chômage, on le sait, sinon il n'y aurait pas autant de taux de chômage. Mais vous fermez la filière, c'est ce que vous avez dit. Bah Vous oui, fermez la parce qu'il y filière. a des Donc, filières. à l'université, vous supprimez la filière d'histoire. On supprime l'île Non, 3. pas l'histoire, mais non. Mais je donne un exemple. Mais je veux dire, il y a des filières qui mènent Vous au voulez chômage. étudier les filières les Bien unes sûr, après les c'est autres ça. pour vérifier celles qui sont une impasse Ouais, et celles qui en parce sont. que les profs de ces Bon, filières. a priori, il y a un écoutez, désaccord autour de la table, il y a du évidemment. chômage, Monsieur il y a du Carpentier. chômage. Je vous ai forcément. entendu dire une affirmation Oui. que personnellement je conteste. Vous Mais avez c'est dit, votre droit. Votez Macron pour que ça aille mieux. Moi, Non, j'ai votez dit Macron pour donner une majorité à Non, mais un vous avez président de dit- la République pour que la France aille mieux. Appelez-vous à voter Macron pour que ça aille mieux. Moi, Mais je dis voter c'est Macron, ça, la ça va Cinquième aller plus République. mal. Ouais. Oui, c'est Parce votre que droit. sa politique, c'est le prolongement des politiques qu'on connaît déjà Vous avez et dont dit ça. on connaît Non mais, les résultats. non, mais est-ce qu'on doit s'opposer à l'Assemblée nationale, au gouvernement et au président élu pour qu'il y ait au Absolument. fond un blocage? Parce qu'on sait très Absolument. bien que dans Et le cadre nous d'une cohabitation, il n'y a proposons rien un qui se vote. passe. C'est ça ma question. Nous proposons un vote massif sur la France insoumise Oui. pour créer même une majorité. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien envisager d'imposer une cohabitation à M. Macron. Jean-Luc Mélenchon, Premier Tu vas ministre. être Voilà. ministre dans le gouvernement. Et appliquer le programme L'Avenir en commun.
Mais ça peut Ça n'est fonctionner, pas ça, impossible. dans le cadre Ça d'une n'est pas cohabitation, impossible. au fond, vous pensez vraiment que ça peut Tu veux fonctionner travailler avec Emmanuel Macron, c'est ça qu'on peut dire. Non, je vais faire en sorte de gouverner à sa place. Oui, parce qu'Emmanuel Macron est élu, je vous précise, et ça, oui, ça oui, va c'est pas, ça. ça va pas bouger pour les gens. Travailler en cohabitation. Oui, c'est ça, travailler Voilà. en cohabitation. Oui, ça a existé et ça a produit un certain nombre de... Bon. Je ne sais pas pour lequel de vous deux ça va être le plus difficile. En tout cas, Marine Tourdelier, ça l'a fait rire. On sait ce qu'on veut faire. Lui, il ne sait pas ce qu'il veut faire. On va parler d'une troisième thématique, si vous voulez bien, pour qu'on puisse avancer. On voulait parler du handicap. Je vous donne la parole tout de suite après, Philippe Kemel. Le handicap, on s'en occupe quand? Parce qu'il y a une question que l'on peut se poser effectivement dans cette région, où à quelques kilomètres d'ici, en Belgique, il y a énormément de centres d'accueil pour personnes handicapées, c'est très bien, mais il y a beaucoup d'hommes et de femmes de Français, Françaises qui vont là-bas parce qu'il n'y a pas assez de centres ici, et notamment dans cette région. Voici ce troisième thème, s'il vous plaît. Alors, on s'en occupe quand de cette situation de handicap, puisque l'assurance maladie verse chaque année 65 millions d'euros à la Belgique, parce qu'elle accueille beaucoup de Français et de Françaises dans un tas d'établissements qui sont à quelques kilomètres de Hénin-Beaumont, de Carvin, de Courrières, bref, de la 11e circonscription. Que peut-on faire et est-ce qu'il faut véritablement s'en occuper, Philippe Kemel, et si oui, comment? D'abord, je rappelle que je n'ai pas eu de réponse sur les financements de mes écoles en ce qui concerne le dédoublement des classes. Et c'est vraiment une inquiétude. Écoutez-moi, Monsieur Kemel, quand je vous parle et quand je vous réponds. Je n'ai pas eu de... Est-ce que la commune de Carvin aura les 100 000 euros qu'elle a depuis quelques années, encore l'année prochaine et l'année d'après? Vous dites oui ou non, s'il vous plaît? Non, oui ou non? Alors, la formation au cœur du programme de M. Macron, oui, vous aurez vos 100 000 euros, M. Kemel. Oui, vous les aurez. Est-ce que la commune de Libercourt, qui doit dédoubler des classes, comme la commune de Courcelles, auront le financement des classes qu'elles doivent construire? Mais bien sûr, en fait, très bien, c'est est-ce que vous avez lu le programme de M. Macron non, mais avec je les vous pose la montants question. d'aide, Est-ce qu'on de peut parler du formation, handicap? etc. Mes collègues seront... Sans souci. Mais vous avez répondu, c'est clair. Ça vous va? Nous continuerons. Très bien, nous sommes heureux. Nous sommes heureux que grâce à WEO, vous ayez pu échanger et avoir des réponses claires. Merci. Alors, sur cette question du handicap. Sur le handicap, j'avais même, en ce qui concerne, vous parlez de 62 millions, j'avais même un chiffre qui était de 80 millions, je crois, de financement qui est porté, mais on ne va pas faire le débat des chiffres. Effectivement, depuis de nombreuses années, la manière dont notre pays voisin, la Belgique, a développé l'accompagnement social des personnes handicapées et en difficulté a été assez différente de la France. Et c'est vrai que des solutions ont souvent et sont encore proposées par le pays voisin et obligent les familles qui sont ici présentes dans notre territoire, et même des familles qui habitent le reste de la France, à venir parfois habiter à proximité de la frontière pour pouvoir obtenir un accompagnement de leurs enfants. Est-ce qu'il faut rééquilibrer cela? Cela avait été confirmé en 2011 par le gouvernement Sarkozy. Il y a eu une évolution, une recherche pour faire en sorte que cette situation ne soit plus. Je rappellerai que le budget handicap de la France, c'est 46 milliards d'euros. Il a significativement augmenté ces dernières années. Mais je soulignerai aussi que la manière d'accompagner, les taux d'encadrement en Belgique et en France sont différents. Vous savez qu'on a des règles qui sont des règles beaucoup plus strictes, mais nous avons le retard et il faut réellement un plan pour combler ce retard. En tout cas, des propositions doivent être faites et notamment les conseils départementaux s'impliquent beaucoup dans l'observation de ce qui se passe en Belgique et en France. Il apparaît qu'il est nécessaire de ramener ces centres qui accompagnent au plus près des filières médicalisées. Nous travaillons en commun avec Marine sur l'hôpital d'Hénin. Moi, je pense que dans les hôpitaux, comme celui de Carvin, comme celui d'Hénin, il y a un projet à développer pour qu'effectivement les centres d'accompagnement pour les personnes ayant des handicaps peuvent se construire, pour qu'on construise justement des moyens médicalisés qui accompagnent bien les jeunes. En tout cas, cette situation met en colère un homme, il s'appelle Claude Hockey, il est le président des Papillons Blancs. On est allé l'interviewer et on va l'écouter si vous voulez bien. Écoutons Claude Hockey. Depuis 2 ans, et malgré nos propositions, nos revendications, c'est 1200 places supplémentaires qui ont été créées, pour un budget passant de 295 millions à 400 millions.
et générant ainsi 4500 emplois en Belgique. Aujourd'hui, nos politiques et nos financeurs, que sont l'ARS ou le département, axent tout sur l'autonomie. Notre mouvement national développe depuis quelque temps et favorise l'inclusion. Or, certains de nos résidents ou certaines de nos familles ont encore besoin de places. Et le mot n'est pas tabou, on est bien sur de la création de places. Donc ça fait des années qu'on en parle. Il n'y a plus forcément de budget. Et donc je voudrais interpeller les personnes qui sont là et présentes ce soir sur ce sujet-là, tout en sachant évidemment que notre nouveau président Macron a un programme bien défini et je voulais savoir s'ils allaient accompagner justement le dispositif et les décisions qui allaient être prises par notre nouveau président. Vous pouvez répondre à Claude Hoquet, le président des Papillons Blancs, qui vous interpelle là, au fond. Alors oui, pour la première fois, en fait, en France, le secrétaire d'État aux personnes handicapées est une femme, donc Sophie Cluzel, oui, qui connaît la situation du handicap, puisqu'elle est la maman d'une petite Elsa qui a maintenant l'âge de mon fils, et que pour accompagner sa fille trisomique tout au cours de sa scolarité, de toutes les activités périscolaires, etc., elle a fondé tout un nombre d'associations pour pouvoir répondre effectivement à ce besoin. Emmanuel Macron fait du handicap la cause nationale. Donc clairement, oui, les choses vont bouger. Oui, les choses vont changer. Il y a plein de mesures qui sont mises en place. Elles commencent, pour les enfants, parce qu'il y a tous ces enfants en situation de handicap que Emmanuel Macron veut garder au sein du système scolaire classique. Aujourd'hui, il y a 20 000 enfants qui sont en attente d'une AVS. À la rentrée prochaine, donc... AVS, vous nous rappelez, pour ceux qui ne savent pas. Assistante de vie scolaire, absolument. Voilà. Donc en fait, il faut que ces enfants soient accompagnés au quotidien. Et pour avoir discuté avec des parents, certains parents refusent que leurs enfants aillent en IME parce qu'en fait, ils ne sont pas suffisamment accompagnés, suffisamment sollicités. Prise en main, oui. Voilà. Et donc en fait, c'est vraiment un souhait aussi de ces parents que leurs enfants puissent suivre une scolarité normale le plus longtemps possible. On vous a entendu, le handicap, une cause nationale. Alexandrine. Oui, alors pour le problème des personnes qui doivent mettre un de leurs proches en Belgique, il y a notamment le cas autiste. Il y a beaucoup d'autistes qui sont là-bas. Donc il y a aujourd'hui entre 45 000 et 50 000 personnes en France qui n'ont pas de place pour mettre un proche. Donc je pense que là, c'est une double peine pour les proches. Bien sûr, il faut le dire vraiment parce que déjà ils ont le cas du handicap et en plus ils doivent se battre. Et ils ne trouvent pas de place et c'est une bagarre. Pour les démarches, etc. Et ça, c'est inadmissible aujourd'hui. Donc je pense que ce qu'il faut, c'est vraiment créer des places supplémentaires et des centres spécialisés. Donc il y a Xavier Bertrand qui est très engagé sur l'autisme et il faut aussi les intégrer dans les écoles avec une amélioration, une formation des enseignants pour pouvoir accueillir des élèves parce que déjà ils ont le cas du handicap et en plus ce sont des parias de la société. Toutes les écoles peuvent, et l'école n'est pas l'alpha et l'oméga de tout, mais en tout cas toutes les écoles peuvent accueillir des enfants autistes aujourd'hui en France. Il faudrait le développer, et également donc il y a une plateforme EduScol où les enseignants y vont. Donc il faudrait faire des modules pour aider les enseignants qui ont une personne de handicap dans la classe pour pouvoir améliorer. Ensuite, donc, il faudrait aussi développer les villages répit-famille parce qu'il y a aussi les familles derrière qui se battent. C'est quoi un village répit-famille ? Donc en fait, c'est là où il y a des médecins qui sont présents et les familles peuvent partir en vacances dans ce centre avec la personne, le proche atteint d'un handicap. Donc lui sera occupé par des médecins. Un village médicalisé par ailleurs. Voilà, mais les familles du coup peuvent se reposer. Donc ça, je pense qu'il faut le développer parce qu'il y a les familles derrière qui souffrent et ça, ce serait bien de le développer. Jean-Pierre Carpentier, votre réaction sur ce sujet-là, si vaste, si complexe, mais si important. Oui, il est vaste et on peut encore même l'élargir parce que nous sommes une société qui produit du handicap. Par exemple, avec l'absence de sécurité dans le travail. Il y en a qui en meurent. Il y a de la sécurité quand même dans le travail en France. Blessés. Les CHSCT, la médecine du travail. Il y a 6 000 accidents du travail, dont une grande partie qui handicapent des personnes pour la vie. Bien. La pénibilité, c'est aussi quelque chose qui produit dans le vieillissement ensuite du handicap. Donc vous dites qu'il faut d'abord lutter en amont pour éviter le handicap. Par exemple, la malnutrition, le fait que les enfants n'aient pas une alimentation équilibrée. Eh bien, rendons par exemple les cantines gratuites pour tous.
Et on va s'assurer comme ça que dans les plus jeunes années, il y a une nutrition améliorée. Il y a des solutions concrètes pour gérer ça. Mais donc, globalement, le problème, c'est un problème... Bon, d'abord, on est à peu près d'accord pour reconnaître que c'est un problème qui est d'abord une affaire publique. Hein? C'est-à-dire que même si le handicap touche individuellement des personnes privées, c'est une affaire publique. Et il faut donc reconsidérer la place des personnes qui sont atteintes de handicap dans notre société. C'est ça le fond du problème. Pourquoi ces moyens ne sont pas mis en place? Parce qu'on ne considère pas ces personnes comme ayant les mêmes droits que les autres. Et ça, c'est pour moi une question... Ce sont des Français différents. De fond. On les considère comme différents, c'est ce que vous dites. Voilà, puisqu'on ne résout pas leurs problèmes, ils sont obligés d'aller dans le pays voisin pour trouver une solution. Oui, et ils sont des milliers à le faire. Marie voilà, Candelier. c'est pas normal. Ça vous choque, ça vous heurte, cette situation-là? Je serai une députée très attentive et très vigilante, voire proactive sur cette question, parce que moi, j'ai toujours travaillé dans les questions sanitaires et sociales, donc ça me touche particulièrement. Je connais très bien la question. Je sais qu'on connaît la valeur d'une société au sort qu'elle réserve à l'attention qu'elle accorde aux plus démunis. Et cette question du handicap est très explicative de ça. On a aujourd'hui en France 12 millions de personnes handicapées sur 65 millions de Français, dont 80% ont un handicap invisible. C'est-à-dire que vous croisez la personne, vous n'êtes pas forcément au courant, donc vous n'allez pas forcément penser être prévenant. Dans le Nord-Pas-de-Calais, on a plus de 11 000 personnes handicapés sans solution. D'où l'histoire d'aller placer des gens en Belgique, solution qui n'est satisfaisante ni pour les soignants, qui ont bien conscience que c'est par dépit, ni pour les parents qui sont éloignés de leurs enfants, de leurs proches, ni pour la personne en situation de handicap en question, pour qui c'est la double peine. Non seulement elle a cette pathologie, mais en plus, elle vit l'éloignement. La question, c'est également la question de l'école, puisque... moi, je suis très d'accord pour mettre des personnes en situation de handicap dans toutes les classes. Pourquoi? Parce que ça apprend la tolérance. Tout comme je pense qu'il faut, quand on accueille des réfugiés en France, je pense qu'il faut un enfant réfugié dans toutes les classes. Et je perdrai peut-être des voix en disant ça, mais je continuerai à le dire parce que c'est la vérité. Et qu'on est à un âge où on apprend la tolérance et où un gamin syrien, un gamin français vont se parler comme si ils étaient la même chose. Mais est-ce que la France a les moyens de cela? Bien sûr qu'elle a les moyens, elle a les moyens si elle se les donne. Ce qui crée du vote de désespoir, vote de désespoir, c'est de s'engager à des choses et de ne pas les faire. Ce sont les promesses non tenues. Quand on fait une loi sur l'accessibilité en 2005 et qu'on ne cesse de retarder son application, je prends l'exemple de la gare des Nains. La gare des Nains-Beaumont, une personne en situation de handicap, déjà, elle a de la chance si elle arrive jusque la gare, parce qu'on est comme dans toutes les villes minières, avec des petits trottoirs, les poubelles sur les trottoirs, les voitures garées en personne en fauteuil ne peut pas accéder. Déjà, pour aller à la gare, c'est compliqué. Mais en plus, elle pourra aller vers Lille, puisque c'est le quai sur lequel on arrive, mais elle ne pourra pas aller vers Lens. Et d'ailleurs, si elle arrive de Lille et qu'elle arrive sur le quai d'en face, elle ne pourra pas aller de l'autre côté. Rentrer chez elle. Et donc, moi, j'ai téléphoné dans le TER, puisque je prends beaucoup le train, avec une personne en situation de handicap, à qui le contrôleur a dit « Je suis désolé, il n'y aura personne pour vous accueillir en gare ». La personne a dû aller jusqu'à Coron de Méricourt et puis revenir dans l'autre sens. Est-ce que vous trouvez ça normal? Et puis finalement, moi, je pense aux 8 millions d'aidants en France. Parce que c'est des situations extrêmement difficiles, qu'on ne les prend pas forcément assez en compte. Alors oui, moi je sais qu'à Hénin-Beaumont, il y a par exemple un centre pour les enfants autistes, un hôpital de jour, ça s'appelle le Kaléidoscope, qui est l'un des plus remarquables de la région, où vraiment on a une équipe très engagée et qui donne des solutions à ces enfants, mais jusque quel âge? Et donc les aidants doivent vivre ce stress permanent de se dire « et après ?» Et quand mon enfant vieillira et que je ne serai plus là? Et des gens qui s'usent, parce qu'on parle du handicap beaucoup des enfants ici, mais au moment du vieillissement, combien de conjoints s'usent en s'occupant de leur moitié, sans que personne s'occupe d'eux, puisque déjà ils s'occupent de leur moitié. Ça, c'est plus tolérable dans un pays comme la France. Jean-Pierre Carpentier, est-ce qu'on ne peut pas aussi dialoguer avec nos amis belges? Parce qu'après tout, ils ont les infrastructures, ils sont équipés, et au fond, plutôt que de casser tout un système, un modèle, dialoguer avec eux, c'est aussi ça l'Europe. Ça, c'est déjà fait, puisqu'il y a des accords qui intergouvernementaux. Mais pour rééquilibrer, notamment sur le territoire de cette région, par exemple. Vous savez, moi, le problème, c'est que je pense que culturellement, il faut qu'on change vraiment la façon de voir les choses. Et ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Bien sûr. Ouais. Moi, j'ai été en tant qu'architecte, j'ai eu à faire des projets comme ça. La question est posée, c'est que fait-on après 18 ans de ces personnes handicapées? Ils n'ont plus les mêmes droits, ils n'ont plus les mêmes aides. Parce qu'ils ne sont plus accueillis pour beaucoup d'entre eux. Et puis ensuite, quand une structure a été créée pour les faire vieillir, une fois qu'ils sont, par exemple, dans les ateliers protégés, une fois qu'ils sont sortis de la classe d'âge qui leur permet d'être dans un atelier protégé, il n'y avait pas de solution.
Il a fallu qu'on imagine un financement et dans le projet qu'on intègre une maison entre guillemets de retraite pour les accueillir, pour qu'ils puissent finir leur jour correctement dans de bonnes conditions. Bon, ça veut dire qu'on n'avait pas prévu. Alexandrine, est-ce que dans cette région, vous parliez tout à l'heure de Xavier Bertrand, il a les manettes, Xavier Bertrand, il peut faire un certain nombre de choses, et il est de votre famille politique. Est-ce que véritablement, dans cette région, le président Bertrand peut changer les choses, lui et son équipe, véritablement, parce que la région a aussi un certain pouvoir dans ce domaine? Bien sûr, donc il avait créé le 4e plan d'autisme avec plusieurs choses à l'intérieur. Donc il se bat au quotidien, notamment à Fâche-Tuménil où il y a un centre d'autistes. Et dans la circonscription, ce qui est choquant, c'est qu'aujourd'hui, pour prendre les transports en commun, il n'y a aucune accessibilité pour les personnes non-voyantes et les personnes à mobilité réduite. Et aujourd'hui, en fait, ça va être fait uniquement avec le BHNS. C'est quoi le BHNS, s'il vous plaît? Le bus à haut niveau de service. Très bien. Donc du coup, il va y avoir des travaux et ils vont en profiter pour les lignes de bus, pouvoir avoir un marchepied au niveau des trottoirs, etc. Et puis mettre à disposition pour les personnes aveugles. Il y a aussi un service à la demande qui est par Tadao, puisque c'est Tadao qui gère au niveau du secteur de la circonscription. Mais malheureusement, ils n'ont pas assez de moyens. Et les démarches pour participer au service à la demande sont très compliquées. Et ça termine à 18h. Donc je pense qu'il faut leur donner les moyens en attendant les travaux, puisque ce ne sera pas demain. Donc donner des moyens et élargir aussi la plage horaire. Parce qu'il y a des personnes qui travaillent et s'ils finissent après 18h, ils ne peuvent plus avoir bénéficié du service à la demande. Donc il faut développer ce service à la demande. Bon, en tout cas, le travail est immense pour rééquilibrer ces déséquilibres 10 milliards. importants. Bien sûr. 10 milliards, c'est ce que vous avez chiffré. Ce qui avait été Jean-Pierre chiffré Carpentier. dans la France Insoumise pour simplement mettre tout le monde à égalité dans les déplacements. 10 milliards. C'est beaucoup d'argent. Énormément, beaucoup d'argent. mais ça crée aussi de l'emploi. Enfin, c'est toute une démarche complète. Alors, nous arrivons quasiment à la fin de ce débat, ça va très très vite, et nous vous avons proposé que chacun prenne 1 minute pour un mot de la fin, un mot de conclusion. On a essayé de respecter le plus possible les temps de parole. Il y a quelques écarts quand même entre vous, notamment Alexandrine, vous avez un peu moins parlé que les autres. Vous pourrez avoir une conclusion un petit peu plus longue dans ces cas-là. Mais ce n'est pas vous qui allez démarrer. Nous avons procédé à un tirage au sort et c'est Philippe Kemmel qui est le premier à s'exprimer. 1 minute pour un mot de conclusion, un message à dire, à donner aux électeurs qui nous regardent ce soir. Nous voilà déjà à la conclusion. Ce débat a montré que nous étions autour de cette table tous républicains, cette capacité de construire pour l'égalité des chances avec l'école et la formation, pour la fraternité dans les solidarités au niveau des politiques que l'on souhaite mener. On a montré que notre conception de la République doit être celle qui doit l'emporter dans la circonscription. Et donc cela veut dire que nous sommes capables de nous rassembler au second tour pour que Mme Le Pen ne soit pas la députée de cette circonscription et que, comme pour la 3e fois, elle puisse repartir comme elle le fait tous les 5 ans. Merci beaucoup, M. Kemmel, et vous avez parlé moins d'1 minute. Monsieur Carpentier, c'est vous en second qui vous exprimez, s'il vous plaît, nous vous écoutons. Écoutez, les élections présidentielles nous ont confié une responsabilité en nous plaçant au second tour de l'élection présidentielle. Notre tâche, c'est de faire en sorte que ce potentiel soit maintenu pour l'élection législative. Et nous pensons que c'est le levier qui peut permettre, en étant au 2e tour, de rassembler sur un programme dont je remarque qu'on l'a qualifié de bonnes idées, qui permettent de rassembler vraiment sur du projet et sur un projet global de transformation de cette société. Merci beaucoup, M. Carpentier. Madame Tondelier, c'est vous, grâce au tirage au sort, qui vous exprimez en 3e position. Quelques mots de conclusion adressés aux électrices et aux électeurs de cette 11e circonscription du Pas-de-Calais, s'il vous plaît. Écoutez, les habitants de cette circonscription méritent une députée plus présente, une députée plus porteuse de solutions que Marine Le Pen, dont la lâcheté ce soir à fuir le débat est de très mauvais augure pour la suite. Ce territoire, moi, c'est le moteur de mon engagement. J'y suis née, j'y ai grandi, j'y habite et je souhaite m'engager pleinement, à temps plein, pour ce mandat de députée. Je veux être une députée qui soit à l'écoute, qui soit présente, qui soit là dans les moments difficiles, qui soit là aussi pour consulter l'avis de la population avant d'aller voter à l'Assemblée. Et puis du côté de l'Assemblée, moi je l'ai dit en introduction, je souhaite être
pendant ce mandat d'Emmanuel Macron qui va être potentiellement très difficile pour le territoire, parce qu'on a parlé ce soir des sujets qui ne fâchaient pas, mais on aurait pu parler des sujets qui fâchent, de l'augmentation de la CSG qui va toucher tout le monde de manière assez inégalitaire et qui touchera les habitants de notre circonscription. Je souhaite être pour eux une députée qui soit présente à l'Assemblée, qui soit un bouclier social, un bouclier environnemental, très vigilante pendant tout ce mandat et dans la transparence, qui revienne régulièrement vers eux pour rendre compte de mon mandat et pour les solliciter sur leurs envies, leurs préoccupations et leurs idées. Merci beaucoup, Madame Tondelier. Madame Roquet, c'est vous qui parlez en 4e position. Nous vous écoutons. Alors, aujourd'hui, notre circonscription doit se donner les moyens de sortir de la situation terrible dans laquelle elle se trouve. Et je dirais qu'en ayant fait le tour ici, en fait, on se rend bien compte que le moyen aujourd'hui qui s'offre à elle, c'est quand même de voter pour une députée de la majorité présidentielle, ce qui lui permettra en fait de pouvoir bénéficier de l'ensemble des propositions, des enveloppes, des mesures qui vont être mises en place. Tout comme Marine Le Pen, je suis née ici, j'ai grandi ici, donc je suis aussi une enfant. Comme Marine Tondelier. Pardon. Ah, le lapsus. Ne confondez pas Marine Le Pen et Marine Tondelier. Voilà, ça me fait très mal au cœur ce que vous dites. Je veux dire, tout comme Marine, Reprenez. en fait, voilà, tout comme Marine, en fait, je suis née ici. confusion. Et donc je suis une députée qui connaît bien aussi sa circonscription. J'ai beaucoup travaillé pour mon programme et c'est vrai que j'ai des solutions pragmatiques, que ce soit sur la formation, sur l'emploi, l'attractivité du territoire, à mettre en place rapidement pour qu'il y ait des effets rapides. Aujourd'hui, nous avons besoin de rassembler les bonnes volontés, de rassembler les bonnes idées, de rassembler les bonnes pratiques. Et ça, il faut mettre de côté nos clivages et nos idéologies. Il faut se rassembler pour remettre enfin notre territoire en marche. Merci beaucoup, madame. Et Alexandrine Pintus, c'est vous qui terminez. Je vous laisse un peu plus d'une minute de conclusion. Vous avez un peu de retard de temps de parole. Bon, on n'est pas à la seconde, vous l'aurez compris, mais vous avez un petit peu plus de temps. Nous vous écoutons. Alors moi, j'aurais souhaité aborder ce soir les thèmes comme la lutte contre la pauvreté, l'emploi, le pouvoir d'achat, la démocratie participative. Notamment, Marine Le Pen m'a inspiré une proposition qui est la suppression des indemnités d'élus absents, puisqu'elle n'est jamais là. Donc voilà, j'ai une proposition pour elle. Également la sécurité, puisqu'il y a quand même une insécurité au niveau de la circonscription. Je veux et je serai une élue de proximité, ce qui changera dans cette circonscription. J'accompagnerai les habitants, je serai à leur côté, je serai leur voix à l'Assemblée nationale, parce que l'Assemblée nationale n'est pas réservée aux élites. Et oui, en tant que personne de la société civile et salariée, je pourrai les représenter parce que je vis au quotidien leurs problèmes et je connais les injustices. Vous êtes salarié à quel endroit? Je peux vous poser cette question? Je suis gestionnaire commercial dans l'immobilier. En ce moment, vous travaillez, vous êtes active là, vous avez mis peut-être entre parenthèses. J'ai posé mes jours de congé pour faire campagne. Voilà. Très bien. Merci beaucoup pour ce débat. Et Emmanuel, un mot de conclusion. D'abord, sur ce débat, alors bien sûr, nous n'avons pas pu aborder tous les thèmes, mais il aurait fallu la nuit, voyez-vous, et nous n'avons pas la nuit devant nous. Disponible. Mais écoutez, si vous voulez passer la nuit avec moi, on peut même inviter Marine Le Pen pour la fin. Mais Marine Le Pen est la bienvenue sur cette antenne. Je réitère mon invitation auprès d'elle et de son équipe. Vous êtes la bienvenue, Madame Le Pen, quand vous le voulez, enfin quand on le pourra aussi, pour pouvoir débattre. Mais on ne va pas reparler de l'absence de Marine Le Pen. Un mot de conclusion quand même. Emmanuel Crépel de La Voix du Nord de Lens, sur ce débat, ces thématiques et cette élection. On l'a dit, on a une année électorale très chargée, mais si importante pour la vie des uns et des autres. Oui, une élection qui va être cruciale sur le territoire. On a parlé exclusivement ce soir de la 11e circonscription, mais on peut parler aussi des autres circonscriptions, la 12e qui est une circonscription juste à côté, de Liévin. Liévin. Marine Le Pen qui avait fait un score encore plus élevé que dans sa 11e. On regardera évidemment la 3e, celle de Lens, ou la 10e, celle de Bruay. Alors, dans ce débat, oui, on a parlé emploi, mais il y a tellement de choses à parler sur ce bassin minier. On a juste effleuré les thèmes. On pourrait faire un débat sur l'ensemble du bassin minier parce que, on va dire, d'Hénin-Beaumont à Bruay, voire encore plus loin de Douai, c'est les mêmes problématiques. On a très rapidement parlé du bus à haut niveau de service qui va arriver. Mais pour cela, nous avons la Voix du Nord. Et grâce à la Voix du Nord, Emmanuel, nous pouvons mieux s'informer encore. Merci beaucoup d'avoir suivi ce débat. Et allez voter 11 juin, 18 juin, s'il vous plaît. Merci, à très bientôt.